Bonjour à toutes et tous. On va commencer. Alors, je voudrais commencer vraiment par des remerciements. Des remerciements déjà à la municipalité de Villeparisis parce qu'on a organisé la réunion en une semaine. Donc, merci pour la réactivité. On a eu une salle extrêmement rapidement. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et voilà, donc on excuse Frédéric qui malheureusement ne pouvait pas être là, donc monsieur le maire. Mais voilà, qui serait bienvenu s'il avait pu. Et des nombreux remerciements aussi à toutes celles et ceux qui ont pu permettre la tenue de cette réunion. Donc je pense bien sûr à nos collaborateurs. Je pense aussi au service d'ordre de LFI, à l'équipe d'Abdel qui gère notre sécurité. Parce que c'est vraiment important en ce moment. Voilà, j'ai pas mal de menaces qui pèsent sur mes épaules. Donc voilà, donc, vraiment un grand merci à eux. Et bien entendu des grands remerciements pour mon collègue et camarade Eric, qui est avec nous ce soir. Vraiment un grand merci d'être venu. Donc pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, mais je ne pense pas, mais je le dis au cas où, c'est donc voilà, et donc Eric est député de Seine-Saint-Denis et il est président de la commission des finances. Donc c'est pour ça que c'est très précieux de l'avoir avec nous pour pouvoir parler de la bataille du budget qu'on a menée avec le NFP à l'Assemblée nationale et de montrer en fait quelles sont nos contre-propositions qu'on a pu d'ailleurs un peu. On a eu quelques victoires à l'Assemblée, hein. C'est juste que malheureusement, après, il y a eu ce qui s'est passé avec les 49.3, etc. Mais en fait, on a quand même pu montrer qu'on était capable de former des majorités autour de propositions sérieuses pour pouvoir améliorer notre avenir. Donc voilà, donc le but de cette réunion sera de parler de tout cela, de rendre compte de ce qu'on fait à l'Assemblée, de débunker aussi ce qu'on peut entendre par ailleurs dans les médias, de recueillir aussi éventuellement vos ressentis, vos témoignages et d'échanger de façon générale. Voilà, donc l'idée c'est de montrer finalement qu'au milieu du chaos généré par Emmanuel Macron, eh bien, une autre voie est possible. Alors pour dire un peu comment ça va se passer cette réunion, en gros, mon collaborateur Amine va nous poser quelques questions pour un peu animer la soirée, pour un peu alterner aussi nos paroles pour que ce soit plus dynamique. Et après, on vous laissera un temps d'échange avec la salle pour que vous puissiez nous poser vos questions, dire vos ressentis, etc. Et on finira par un petit pot convivial. Bonsoir à toutes et à tous. Tout a été présenté. Je vais directement passer aux questions. Donc voilà, on va parler de la bataille du budget et de la séquence qui vient de se passer à l'Assemblée. Et comme l'a dit Ercilia, Eric, en tant que président de la commission des finances, il a activement participé à l'élaboration de ce contre-budget et des 10 propositions du NFP. Et du coup, la première question qui s'adresse à toi, Eric, comment vous avez fait pour établir ce contre-budget, ces 10 propositions, comment vous avez travaillé ensemble et comment vous avez établi des priorités? Bien, bonjour, merci pour la question. Bonjour à toutes et à tous. Juste une petite mot d'introduction. Je suis très content d'être venu à cette réunion publique à laquelle Ercilia m'a invité. Non seulement parce que j'aime bien, quelque part, sillonner le pays, notamment parler de la question effectivement du budget, mais aussi parce que je tenais à être à côté d'Ercilia, parce que Ercilia subit des attaques qui sont absolument scandaleuses depuis belle lurette. Une certaine partie de ces attaques, d'ailleurs, nous sont communes, parce qu'il y a notamment sur celle sur la cause palestinienne. Je n'oublie pas qu'il y a bientôt 1 an, on était à la frontière entre l'Égypte et Rafah ensemble, sur le seul déplacement à ce jour de parlementaires en solidarité avec les Palestiniens en soutien au cessez-le-feu qui a été fait. Donc voilà, les menaces, les intimidations, j'en ai aussi mon lot, mais peut-être parce qu'elle est une femme, Ercilia en a encore davantage, peut-être aussi parce qu'elle est, elle est sur des causes dont on ne parle pas forcément beaucoup. La cause palestinienne, et c'est heureux, mais bon, enfin c'est heureux, le mot ne va pas. Et depuis le génocide de Gaza, il y a un peu de monde maintenant qui se mobilise. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, mais la cause du racisme anti-zigane, c'est une cause qui mobilise très peu de personnes, alors que très sincèrement, c'est très certainement le racisme le plus important et le plus universel qui existe. Et je trouve que Ercilia fait honneur à notre groupe de justement d'endosser cette question qui évidemment se passe loin des caméras de télé, loin des plateaux, mais qui est absolument indispensable. Donc voilà, je veux te féliciter pour ça.
Bien, alors je vais maintenant répondre à la question que tu as posée. Alors, c'est quoi ces mesures d'urgence? Voilà. Il faut revenir un peu en arrière. Au départ, il y a la campagne législative et le programme du nouveau Front Populaire, qui était un programme macroéconomique très complet. C'était le programme, très sincèrement, le plus complet de toutes les coalitions, y compris budgété précisément, hein, c'est-à-dire qui, sur un programme de gouvernement, ambitionnait sur 3 ans 150 millions de recettes supplémentaires et 150 millions de dépenses supplémentaires. La gageure étant ce qu'on s'était fixé, c'était de dire on ne dépense pas plus que ce qu'on a comme recettes supplémentaires. Voilà, c'était ça, pour pas, j'allais dire, être accusé de dilapider les finances de l'État, etc., etc. Enfin, vous connaissez comme moi les choses. Donc on avait fait un budget 150 millions d'euros de recettes, 150 millions de dépenses. Et avec, tout en disant à ce moment-là qu'avec ce budget et avec cette façon de faire, en réalité, on ne ferait pas pire que ceux qui étaient au pouvoir depuis 7 ans sur la question des déficits, je vais y revenir, mais on ne ferait pas pire qu'eux. Et même, disions-nous, on fera même mieux, parce que nous avions dans ce budget compté les recettes supplémentaires, mais nous n'avions pas compté volontairement l'effet induit par une politique de relance par la demande. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, tout simplement, si à un moment donné, vous faites en sorte que les gens soient mieux payés en termes de salaire, que ce soit le SMIC ou tous les salariés, que les pensions des retraités soient revalorisées, qu'il y ait des embauches de postes de fonctionnaires, qu'on paye mieux les minimums sociaux, etc. Tout ça produit de l'activité économique, tout ça produit de la consommation populaire. Tout ça, non seulement est bon pour l'économie, mais en plus fait rentrer des cotisations et des impôts. Et donc, très certainement, bon, c'est un peu un raisonnement keynésien en gros, mais il y a un effet multiplicateur en général quasiment de 3 € pour 1 € investi, qui nous laisse à penser qu'en plus des recettes qu'on mettait, en réalité, on équilibrerait davantage les budgets de l'État. Donc ça, c'était le canevas gouvernemental, et donc dans ces mesures, on s'appuyait. Alors du côté recettes, c'était assez simple, c'était le fait d'aller reprendre une grande partie de tous les cadeaux fiscaux de Macron depuis 2017. Ça paraît fou à dire, mais les cadeaux qu'il a fait à une part extrêmement réduite des plus riches, plus des grandes entreprises, permet de récupérer des dizaines de milliards d'euros, tant les cadeaux étaient importants. Je vous donne un exemple pour bien comprendre. Une des mesures qui a été mise en place par Macron, elles sont doubles. Il y a la suppression de l'ISF et ce qu'on appelle la flat tax. La taxe, c'est simple. Vous dites que les revenus du capital ne seront pas taxés à plus de 30%, c'est-à-dire incomparablement moins que les revenus du travail. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Nous, on l'avait annoncé. C'est que les gens qui, par exemple, avaient des revenus personnels, que ce soit des revenus de salaire, des revenus d'indépendants et autres, ils ont transféré ces revenus vers les dividendes. Puisque les dividendes étaient moins taxés, ils ont transféré. Donc la conséquence, c'est que les dividendes ont doublé depuis 2017. Les dividendes du CAC 40, c'est x2. Et avec, par contre, un transfert de ces revenus personnels vers des revenus professionnels. Le bilan, c'est que les 175 personnes les plus riches de ce pays, là il faut mesurer qu'on parle de gens qui sont milliardaires ou quasiment milliardaires, payent moins de 2% d'impôt sur le revenu. Voilà. Et encore, quand je dis moins de 2%, ça s'approche plus de 0. Alors évidemment, ils ont transféré une partie de leurs revenus qui sont taxés, eux, vers des revenus professionnels, mais si vous m'avez suivi, ces revenus professionnels étant des revenus capital, ils sont moins taxés. Et donc, ces personnes-là, ces 175 personnes, elles sont taxées à hauteur environ 25%. Quand les 0,1% des plus riches qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu sont taxés à hauteur de 48%. Cette différence, par exemple, c'est 18 milliards d'euros. C'est-à-dire que si on faisait en sorte que les 175 milliardaires payaient en réalité les 48% de prélèvements obligatoires auxquels sont assujettis les salariés, eh ben, ils paieraient 18 milliards en plus. Deuxième exemple, je m'arrêterai là, je peux vous vacciner avec des chiffres, mais les 500 plus riches personnes de ce pays, en 2017, il faut bien comprendre le macronisme, il faut bien comprendre quelle est la classe sociale qui est derrière le macronisme, qui est vraiment celle des hyper riches. Les 500 personnes les plus riches de ce pays,
En 2017, il possédait 25% du patrimoine national. En 2023, il possède 42% du patrimoine national. Alors, inutile de vous dire que dans le même temps, ils ont doublé leur patrimoine, mais le patrimoine national, lui, il n'a pas doublé. Bon, si le patrimoine national ne double pas et qu'eux doublent leur patrimoine, bah, ça se fait sur le dos des gens. Voilà, c'est facile à comprendre. Hein, c'est le partage de la valeur ajoutée. Si des gens gagnent 10 fois plus, c'est qu'il y a des gens qui gagnent moins. Bon, les gens qui gagnent moins, évidemment, c'est tous les salariés. Le pouvoir d'achat des salariés a baissé par rapport au PIB depuis 2017. Le pouvoir d'achat des 10% les plus pauvres a baissé, etc. Bon. Donc, nos mesures visaient à faire en sorte d'aller retaxer, en gros, à la hauteur des revenus de capital, du travail, ces hyper riches. Plus un certain nombre de mesures vis-à-vis des multinationales qui, elles, j'allais dire, ça donne un sport assez facile à comprendre. C'est qu'elles se débrouillent avec des avocats fiscalistes et autres pour déclarer une partie de leurs bénéfices dans des pays à fiscalité privilégiée. Et ça, par exemple, c'est une taxe qu'on a proposée, qui s'appelle la taxe Zuckman, qui permet de rééquilibrer la part de ses profits délocalisés en fonction du chiffre d'affaires dans un pays. Total, par exemple, un quart de son chiffre d'affaires en France, pendant 2 ans, 0 € d'impôt sur la société. 0 €. Parce que leur profit était déclaré ailleurs. Et ça, par exemple, ces taxes rapportent 26 milliards si on veut rééquilibrer. Donc, du côté des recettes, je résume, des mesures fiscales qui vont prendre aux très riches, aux grandes entreprises, et qui rapportent globalement, on avait compté, plus de 50 milliards d'euros. Et puis, un ensemble de mesures, suppression de niches fiscales, j'en donne une, crédit impôt recherche, ou en tout cas, au moins diminution importante, crédit impôt recherche, qui bénéficie aux très grosses entreprises, qui théoriquement permet de créer des emplois de recherche dans ce pays. Bon. Et par exemple, prenons Sanofi, puisque l'exemple avec la vente de Doliprane, enfin, ils ont failli vendre Doliprane, d'ailleurs c'est pas sûr que ce soit pas fait aux Américains, aux pensions américains, mais Doliprane, Sanofi, pardon, reçoit depuis 10 ans 1 milliard d'euros de crédit d'impôt recherche. Dans le même temps, ils ont supprimé 10 laboratoires de recherche dans ce pays, des milliers d'emplois de recherche. Donc ils touchent de l'argent pour créer des emplois dans la recherche, ils en suppriment, et c'est d'argent qui ne va pas au niveau de la recherche publique. Donc un certain nombre de mesures sur le crédit impôt, tout ça, en 3 ans, pour nous, ça faisait 150 milliards. Et au service de quoi? Eh bien, au service de la bifurcation écologique, donc, qui, à mon avis, est l'urgence des urgences. Il suffit de regarder ce qui se passe tous les jours, même à Mayotte. Mayotte, le cyclone, il est issu très clairement du réchauffement climatique, hein, puisque c'est le réchauffement des eaux de l'océan Indien qui est plus important que d'habitude, qui provoque des cyclones absolument terribles, mais tout comme par exemple le réchauffement de la Méditerranée est en train de provoquer à chaque mois d'août maintenant des phénomènes qu'on appelle des médurricanes, Méditerranée hurricane, donc c'est vrai partout, mais quand en plus on ne prévoit pas, etc., dans des pays très pauvres, ben, ça fait Mayotte. Donc de l'argent pour la bifurcation écologique, nous on avait estimé au moins à hauteur de 50 milliards d'investissements sur 3 ans, de l'argent pour les hôpitaux, la santé, l'éducation, absolument tous les budgets nécessaires pour répondre aux besoins des Français, et donc un certain nombre de mesures comme ça qui sont prises. Alors les 10 mesures, et je réponds maintenant, excuse-moi de manière longue, mais moi j'ai cadré juste, j'ai donné un peu le contexte global, c'était des mesures que nous avions choisi de prendre dans le budget, c'est-à-dire 10 mesures principales. Alors, j'ai les ai de mémoire, je m'excuserai, mais qui sont prises dans ce programme, qui étaient par exemple le rétablissement de l'ISF, la suppression de la flat tax, un certain nombre de mesures justement sur la bifurcation écologique en termes de moyens, sur par exemple la transformation des AESH en corps de fonctionnaires et d'embauche dans les établissements, mais aussi un recrutement massif dans les écoles, bien évidemment le fait de remettre tous les moyens nécessaires dans les hôpitaux, au lieu d'avoir des budgets d'austérité depuis des années, etc., etc. Enfin, une dizaine de mesures phares. Et pour conclure, et je terminerai là, nous, on voulait faire une preuve, on voulait faire une démonstration, on voulait faire la démonstration qu'en réalité, on avait des majorités à l'Assemblée pour faire passer ces mesures. Voilà, c'était ça l'objectif qu'on s'était fixé. Voilà, de façon à montrer que, même avec l'Assemblée actuelle, si on prenait concrètement les mesures, si le choix n'était pas est-ce que vous censurez un gouvernement NFP comme l'a fait Macron, si on les prenait, on pouvait changer, on pouvait transformer totalement le budget. Et on y est arrivé. C'est-à-dire qu'on a transformé le budget, puisqu'on a été chercher 75 milliards de recettes supplémentaires dans le budget, la partie recettes,
ce qui fait, rendez-vous compte qu'à la fin, ils ont dû admettre, le gouvernement a dû admettre, ça s'appelle un article d'équilibre, qu'on était passé en dessous de 3% de déficit, nous, hein, alors qu'ils prévoient 5,7%, on était passé en dessous de 3%. Donc on avait été chercher 75 milliards d'euros de recettes supplémentaires. En même temps, on avait supprimé la taxe électricité qui menaçait tous les Français. On avait supprimé le fait que les retraites n'étaient pas indexées. Et puis, on avait également, mais là, on n'a même pas pu aller en séance, un certain nombre de... On avait transformé totalement les budgets en termes de dépenses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont montré que, contrairement à ce qu'ils disent, ils n'étaient prêts à aucun compromis, puisque tout simplement, ils ont décidé de voter contre leur propre budget. C'est hallucinant, ça ne s'est jamais passé. Il faut comprendre que dans la Ve République, jamais un budget n'a été battu, mais alors en plus battu par ceux qui l'ont proposé, vous voyez le truc, quoi. Bon, avec l'aide du RN, il faut le dire, la nationale a voté contre, et donc ils ont fait en sorte que notre budget ne passe pas, alors qu'on l'avait entièrement transformé, prouvant qu'on avait une majorité pour faire passer nos idées. Voilà. Merci beaucoup Eric, et en plus il m'a fait une transition parfaite. Donc justement, Célia, on va parler de comment vous avez réussi à transformer une proposition austéritaire du gouvernement en un budget, comme vous l'avez appelé, un budget NFP compatible. Ce budget, il aurait changé quoi concrètement dans la vie des gens? Alors, donc, Eric a déjà donné quelques éléments, notamment en évoquant la question de la taxe d'électricité. De façon générale, en fait, quand on parle de budget austéritaire, on sait que Macron, en fait, durant toutes ses années de mandat, n'a cessé de gréver nos services publics. Et en fait, finalement, notre budget, ce qui permettait, c'était, en permettant une meilleure justice fiscale, de redorer un peu, de redonner de la couleur à ces services publics. Alors, je pense notamment à l'éducation, où encore récemment, j'ai été mobilisée au collège d'Otis, parce que il se trouve que depuis la rentrée à Otis, eh bien, les collégiens n'ont pas de professeur de français. Du fait, justement, que la Macronie ne cesse de ponctionner sur l'éducation nationale, de supprimer des postes. Là, on a même vu encore récemment qu'il y a des contractuels qui ne sont pas reconduits sous prétexte qu'il n'y a pas assez de moyens financiers, si bien qu'on a des professeurs qui ne sont pas remplacés. Donc je pense, voilà, j'évoque la question de l'éducation, mais on a aussi la question de l'hôpital, qui est particulièrement importante pour nous, Seine-et-Marnais, parce qu'on sait très bien qu'on est le plus grand désert médical de France après Mayotte. Et on sait très bien aussi qu'on n'a pas d'hôpital dans notre circonscription, que les hôpitaux auxquels on est rattaché, donc Meaux et Jusigny, sont quand même extrêmement loin, qui sont dans un état absolument catastrophique. Je l'avais montré notamment avec le rapport du GEF que j'avais publié pendant mon précédent mandat. Donc, en fait, une meilleure justice fiscale permet d'améliorer les services publics, notamment de l'éducation et de l'hôpital. Mais aussi, et là je vais prendre à contre-pied complètement la droite, hein, mais quand on parle de sécurité, on n'a pas les moyens en réalité pour qu'il y ait de la sécurité. On sait que localement, par exemple, on a fermé le commissariat de Mitry-Mory et que du coup, les policiers de Villeparisis doivent gérer à la fois les deux villes, donc Villeparisis et Mitry-Mory, et que forcément, leurs effectifs n'ayant pas augmenté, ils ne peuvent pas tout gérer. Et donc forcément, ça a des impacts sur la vie des gens. Quand on les appelle, ils n'aiment pas forcément, quoi. Ils sont obligés de faire des choix. Donc, notre budget, vous l'aurez compris, permet d'améliorer considérablement la vie des gens, et en particulier la vie de ceux qui ont peu, parce que les services publics, c'est avant tout finalement notre bien commun, et qui sont particulièrement utiles pour ceux qui ont peu. Et il y a une véritable, on parle d'une véritable redistribution des richesses. C'est aussi un budget qui permet de répondre à une nécessité absolue qui est celle de la transition écologique, parce que c'est bien beau tout ça, mais si, on est toujours en train de nous parler de la dette, mais si demain il n'y a plus de planète, il n'y a plus de dette, ça c'est sûr, mais voilà. Et donc ça permet, ce budget, de mobiliser notamment des fonds pour des investissements verts. Et donc je pense notamment au soutien à l'agriculture bio, parce que la circonscription, encore une fois, pour rester locale, on est quand même cerné par l'agrobusiness, qui est aussi néfaste pour les sols que pour les agriculteurs. Donc on est bien placé pour savoir à quel point c'est important d'investir dans l'agriculture biologique, d'accompagner réellement nos agriculteurs dans cette transition. D'ailleurs, très récemment, là, j'ai reçu pendant une permanence parlementaire
des agriculteurs qui m'ont clairement dit que certains avaient essayé de se mettre au bio mais qui voulaient remonter parce qu'en fait ça était beaucoup trop onéreux. Autre exemple d'investissement auquel je pense, qui à mon avis est important pour notre circonscription, c'est le développement des transports, parce qu'on sait bien que notre circonscription elle est complètement envahie par le tout-voiture. Et donc développement des transports, notamment dans le ferroviaire, mais aussi en attendant dans des lignes de bus intercommunales, dans le renforcement des pistes cyclables, dans le renforcement de l'accessibilité aussi des personnes en situation de handicap. Je pense notamment à la gare de Conflans qui est complètement inaccessible pour les personnes en situation de handicap. Et donc ça, c'est d'ailleurs, je t'en fais une petite parenthèse pour dire que justement toute cette question des transports, j'ai eu que la mission de défendre cette partie-là du budget parce qu'en fait, vous savez que je suis maintenant en commission de développement durable et aménagement du territoire. Et dans ce cadre-là, en fait, j'ai été chef de file sur la partie transport du budget. Je prendrai aussi encore comme exemple, vous savez que qu'il y a pas mal de problèmes de pollution de l'eau dans notre circonscription. Et donc, en fait, ce fonds vert pourrait permettre notamment de remettre en état le réseau de distribution d'eau pour éviter les pertes d'eau et la pollution de l'eau durant son acheminement vers les particuliers. Merci Célia. Je vais retourner à ce que tu disais tout à l'heure, Eric. C'est que vous avez démontré que sur cette séquence que vous aviez des majorités. Et du coup, sur cette séquence, on a vu que la France Insoumise, le Nouveau Front Populaire ont obtenu plusieurs victoires sur les retraites, sur l'investissement dans l'école, la santé, tous les sujets qu'évoquait Célia à l'instant. Question très simple. Comment vous avez fait pour dégager ces majorités? Bonne question. Bonne question. Tout simplement parce que à partir du moment où c'est des mesures concrètes, il y a dans les autres groupes disponibles un certain nombre de députés qui peuvent faire la pointe avec le Nouveau Populaire pour aller vite. Il faut comprendre une chose, dans l'Assemblée, les Nouveaux Populaires, plus on va dire quelques personnes un peu qui gravitent, c'est à peu près 200 députés. Bon. C'est la coalition la plus importante. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ambitionnait de gouverner. C'est-à-dire que c'est pas la même chose quand vous avez 200 députés qui sont sûrs de voter la même chose, et on a beau dire, actuellement, enfin, de bois, on ne dit pas tous la même chose dans le Nouveau Populaire. Enfin, au moins, là, dans toute cette période qu'on vient de vivre, on a tous voté la même chose. Il n'y a pas eu de déperdition. Même, on va dire, parmi ceux qui, par exemple, le Parti Socialiste, ne sont pas très populaires, si on puisse dire, mais n'empêche, tout le monde votait la même chose. Donc, quand vous avez déjà 200 voix, ça vous fait un sacré socle. Alors, d'autant plus, ça vous fait un sacré socle, c'est le deuxième élément, quand ceux d'en face, notamment le bloc gouvernemental, ne sont pas là. Parce que ce qui vient de s'est passé pendant le budget, c'est que ce que nous avions dit, quand on avait dit M. Macron permet à une minorité de gouverner et prend un Premier ministre dans le groupe qui est le plus minoritaire, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il a quand même fait le choix de prendre un Premier ministre dans le groupe qui avait été le plus battu aux législatives, c'est jamais vu, quoi. Et nous avions dit, bon, déjà numériquement, ils sont pas beaucoup, mais en plus, ils ne vont pas être homogènes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu, pendant toute la discussion budgétaire, on a fait passer nos textes, il y avait 20-30 députés du bloc gouvernemental. À peu près 10% de leur force qui était là. Et en plus, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Bon, donc inutile de vous dire que quand vous avez en fait, moi j'ai utilisé cette expression, c'était pas un socle commun, c'est une armée en déroute, en fait. Et qui, comme les armées en déroute, dans ces cas-là, elles fuient très rapidement, il y en a qui vont de côté pour jouer leur propre jeu, etc. Et donc, du coup, on avait en face de nous très peu de gens. Donc déjà, ça permet d'être majoritaire. Et puis en plus de ça, on a eu la pointe. Alors à certains moments, il y a quand même chez eux des gens qui sont un peu plus enclins à accepter des taxations des ultra-riches. Je pense au MoDem. Je pense par exemple à Jean-Paul Mattei, qui est un commissaire aux finances du MoDem, qui a soutenu certaines de nos propositions. Bon, il faut dire aussi le Rassemblement national a soutenu un certain nombre de propositions sur la taxation des ultra-riches. Alors pour bien comprendre ce que fait le Rassemblement national, c'est simple. Quand vous touchez à la propriété privée, à la richesse mobilière, tout ça, ou par exemple à la richesse issue des héritages. L'héritage, c'est une histoire la plus scandaleuse de actuelle. C'est que la part de l'héritage dans les patrimoines des gens, il y a
dans les années 70-80, c'était 35% du patrimoine de quelqu'un. Aujourd'hui, des ultra-riches, c'est 60%. Autrement dit, on n'a pas affaire à des gens qui se lèvent tôt pour s'enrichir, on a affaire à des gens qui sont bien nés. Voilà, c'est une noblesse d'argent, pour aller. C'est quand même profondément anti-républicain. Bon. Et donc, toutes ces mesures-là, le RN, ils sont contre. Tout ce qui revient à remettre en question la richesse individuelle. Mais par contre, bon, quand on a enfin, au moins une partie d'entre eux, des mesures sur les multinationales, par exemple, des mesures sur, on va dire, la finance, là, on peut les avoir, ils peuvent voter nos amendements. Je vous résume. Et on en tient compte. On va pas, dans ces cas-là, on ne va pas dire non, vous êtes le RN, vous ne votez pas pour nos amendements, on les prend, et ça nous permet des majoritaires. À partir du moment où c'est sur nos positions, on s'entend bien. Hein. Donc voilà comment on a fait pour avoir autant de la majorité. On a réussi à passer 156 amendements. Et je vous dis, on a transformé totalement leur budget. Les soigneurs, c'était plus du tout le même budget. Donc voilà un petit peu comment on a fait mécaniquement. Merci Eric, et encore une fois, la transition est toute faite. Tu as parlé de la nomination d'un Premier ministre issu du bloc le plus faible de l'Assemblée nationale. Donc le gouvernement est tombé et Macron a nommé Bayrou, je ne sais pas comment prononcer. J'aurais pas à le prononcer longtemps. Ce qui clairement ne montre pas un changement de cap politique. Ercilia, pour toi, quel rôle doit jouer la gauche dans cette période? Je pense que la priorité, c'est de faire le choix de la clarté et de l'absence de compromission. Nous avons été élus sur un programme de rupture et je pense que c'est la première chose qu'il faut garder en tête. Et notamment, il est important, me semble-t-il, de continuer à axer notre combat sur certains points, notamment de continuer à défendre coûte que coûte l'abrogation de la réforme des retraites. Et à ce sujet, je rappelle que Eric a rappelé de façon très pertinente sur RCI ce matin que c'est le MoDem qui a fait le plus d'amendements sur notre texte qui demandait l'abrogation des retraites lors de la niche parlementaire. Donc c'est sûr que c'est pas avec Bayrou que ça va changer. Il s'agit aussi de continuer de défendre absolument aussi l'abrogation de la loi immigration, on ne l'a pas oublié celle-là non plus, qui n'est pas juste une énième loi immigration, même si on ferait approximativement une tous les ans et demi. Mais c'est surtout que c'était la première qui reprenait vraiment de façon explicite le concept de préférence nationale. Donc c'est en ce sens qu'on ne peut absolument pas abandonner ce combat. Et continuer aussi, notamment, de défendre, on en a parlé tout à l'heure, brièvement, de défendre le respect du droit international. C'est aussi un point qui me semble absolument indispensable. Et donc je pense évidemment particulièrement à la question palestinienne. De façon générale, moi j'ai en tête le chant que chantaient des militants devant le siège des écolos pendant les négociations lors de la dissolution. Et en fait, ils chantaient à tue-tête, ne nous trahissez pas. Et je pense qu'en fait, c'est ça qu'on doit avoir en tête. Ça veut dire que même malgré toute la pression qu'on peut avoir sur nos épaules, voilà, toujours garder ça en tête, le choix de la clarté et le choix de ne surtout jamais se compromettre, notamment avec ce nouveau gouvernement qui va, à mon avis, pas durer bien longtemps. D'ailleurs, Bayrou a fait le choix de rester maire de Pau, donc je pense que lui-même n'y croit pas beaucoup. Et alors, bien sûr, ça va de pair avec le fait de, me semble-t-il, rester unis au sein du NFP au-delà des divergences. Je sais que c'est pas facile, mais je pense que c'est absolument nécessaire. C'est ainsi que nous avons tenu en échec, à mon sens, la Macronie et le RN, et que nous devons continuer. Et c'est d'autant plus vital que, et c'est déjà un peu l'idée que j'avais derrière le fait que je vous parlais de la loi immigration, mais au-delà de la question de Bayrou, en fait, il y a une véritable fascisation de notre société. Je pense à l'autoritarisme qui n'a cessé de grimper sous Macron durant ces différentes années de mandat. Je pense à la violence qu'il a exercée dans la rue, mais aussi la violence qu'a exercée la Macronie à l'Assemblée nationale, jusque dans l'hémicycle. Je pense aussi à des propos qu'on entend dans les médias qui sont particulièrement inquiétants, notamment un exemple tout récent qui, à mon avis, nous fait franchir un cap. Ce sont les propos d'un intellectuel qui s'appelle Pierre Manant,
qui a dit dans le Club Figaro qu'en fait la population musulmane croissait beaucoup trop et qu'il va falloir à un moment donné, il va absolument falloir trouver une solution. Sans nous expliquer quoi. Et en fait, j'ai envie de vous dire quelle solution pour éviter qu'il y ait plus de musulmans. En gros, si on y réfléchit, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit revenir sur la liberté de culte, soit ça veut dire on met des musulmans dans des camps. Donc moi, c'est vrai que ça m'interroge beaucoup et ça m'inquiète beaucoup pour notre avenir. Et je pense que face à ça, on a vraiment une grande responsabilité qui est, encore une fois, d'être clair, d'être droit et d'être unis. Merci beaucoup, Maxilla, pour ce message. Et en parlant d'unité, justement, est-ce que ce ne serait pas le moment d'entendre vos questions, vu que j'imagine que vous en avez plusieurs, que ce soit sur la séquence budgétaire ou sur l'actualité politique que Eric et Ercilia ont évoqué. Voilà. À vous. Alors, pardon, je pense que les gens viennent de là parce que... Oui, bonsoir. Deux petites questions. Tout d'abord, comment faites-vous pour rester zen sur les plateaux de télévision face au harcèlement des journalistes? Je ne sais pas comment vous faites. Et deuxième question, c'est sur la paix en Ukraine. Comment vous voyez éventuellement un partage de l'Ukraine pour arriver à cette paix à la fin de la guerre? Merci. On va prendre une salle de questions. Alors, moi j'ai une seule question. Comment vous vous positionnez concernant la question sur la Syrie? Oui, bonsoir. Moi j'aurais deux questions. La première est la suivante, c'est concernant, est-ce que c'est un mythe, le fameux impôt universel que les Américains disposent par rapport à tout citoyen américain? C'est-à-dire que globalement on a cet argument de dire qu'en France malheureusement ceux qui ont le plus vont en payer le moins. Par contre aux États-Unis, effectivement, quand vous êtes citoyen américain, vous avez une obligation de payer ce que vous devez payer à votre État, en l'occurrence aux États-Unis. Parce que c'est un mythe, parce que c'est une réalité. Et est-ce que pourquoi, effectivement, on n'arrive pas à entendre ce message, si c'est réel, au niveau de nos dirigeants actuels? Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, tout à l'heure, vous avez parlé solennellement du Front National, du RN, par rapport on va dire, à leur accord sur certaines propositions qui ont été faites par l'AFP. Concrètement, par rapport à un budget, qu'est-ce qu'ils proposaient eux-mêmes? Qu'est-ce qui était proposé de façon à ce qu'effectivement on doit pouvoir s'armer sur des arguments qui nous permettent de dire qu'effectivement on ne faut pas se voiler la face, on a nos trois fameux blocs. On a un bloc qui a montré ses preuves pendant ces 7 ans, hein. Donc il n'y a plus forcément d'arguments pour cela. On a un bloc, en l'occurrence de l'AFP, qui effectivement a pu proposer quelque chose qui a été débattu, sur lequel on a effectivement des éléments totalement factuels, effectivement, et on a le troisième bloc de RN. Qu'est-ce qui est proposé pour pouvoir répondre à la problématique que nous avons d'un point de vue budgétaire? Merci. On va laisser répondre aux 3 questions d'abord, vu que c'est déjà assez lourd, je pense, comme question. Tu veux répondre? Non. Alors, comment je suis zen sur les plateaux télé? Eh bien, je vais vous dire un truc, je pense sans arrêt à vous. Non, mais sérieux. C'est-à-dire qu'en fait, je pense sans arrêt, non pas aux journalistes en face de moi, mais à ceux qui écoutent. Voilà. Et j'ai tendance à penser que si je tombe dans leur piège, parce que c'est vrai que c'est des fois totalement ridiculant, au bout d'un moment, ceux qui écoutent n'entendent plus le message. Alors, il y a vous, on peut dire peut-être que vous êtes convaincus, mais il y a plein de gens qu'il faut convaincre, qui écoutent parce que, même sur des chaînes à la con, quoi. Excusez-moi l'expression, il y a plein de gens, moi, je vois. Donc je me dis, j'essaye de parler sans arrêt en pensant aux gens qui écoutent. C'est pour ça que je reste zen. Parce que je me dis, il vaut mieux que je reste pédagogique, etc. Voilà, ma réponse. Pas toujours facile, hein. Bon. Je suis aussi d'un naturel assez zen. Je peux me mettre en colère, hein, mais je suis aussi, voilà, c'est un peu mon tempérament, c'est que je suis pas très agressif, mais principalement c'est ça.
La paix en Ukraine. Écoutez, la paix en Ukraine, déjà, partons du principe que rien ne se fera sans la diplomatie. Voilà. Et que on doit d'abord avoir deux caps. Un, le respect du droit international. Donc, très clairement, un État ne peut pas en envahir un autre, où que ce soit dans le monde, pour régler les problèmes. Donc ça, c'est une condamnation de ce qu'a fait M. Poutine. Et puis d'un autre côté, se dire qu'on ne peut pas mettre le doigt dans un engrenage d'une guerre qui reste quand même, entre guillemets, régionale, le terme n'est pas très bon, enfin vous voyez ce que je veux dire, peut devenir potentiellement une guerre mondiale, parce que si à un moment donné, vous avez une puissance nucléaire et qu'en face, vous avez des États belligérants qui sont des puissances nucléaires aussi, ok, il y a la dissuasion, mais enfin on ne sait jamais où ça se termine. Donc il faut faire en sorte que l'Ukraine puisse se défendre. Enfin, je pense que c'est normal, qu'elle n'a pas à se laisser envahir. Mais par contre, de rien faire pour qu'on en arrive à une situation où l'objectif, c'est que la Russie perde. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais y compris, par exemple, avec le fait que je suis contre qu'il y ait des troupes françaises, évidemment, d'une manière ou d'une autre, qui sont en Ukraine. Je suis contre qu'on leur donne des armes de longue portée qui peuvent aller sur le sol russe, parce que la solution, c'est des années à une diplomatie. Je pense que la France aurait été plus efficace de moins s'impliquer en termes de belligérants quasiment, et de rester une voie pour une issue diplomatique, parce qu'il faudra bien qu'il y ait une voie pour une issue diplomatique. D'ailleurs, je constate que M. Zelensky, il y a quelque temps, a parlé, très certainement après l'élection de Trump, de négociations, de voies diplomatiques. Je pense qu'il faut le pousser dans ce sens-là, et non pas le pousser dans un sens où on arrive à un conflit généralisé qui fera le bonheur de personne. Des Ukrainiens en premier lieu, d'ailleurs. Parce qu'il est inutile de vous dire que si vous avez un conflit dans le mondial sur le sol ukrainien, je pense que la question de l'autodétermination ou la question des régions ukrainiennes passera au second plan du simplement que toute la population ukrainienne y passe. Moi, je schématise. Donc voilà. Bon. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais Ercilia complétera. Sur la Syrie. Alors là, la Syrie, c'est... Vous avez 2 heures, non? Bon. La Syrie, globalement, sur ce qui se passe en ce moment, c'est une bonne nouvelle qu'un dictateur comme Bachar el-Assad soit renversé. Et là-dessus, il faut absolument n'avoir aucune ambiguïté, tout simplement parce que c'était un despote et qu'on voit bien que, d'ailleurs, s'il a été renversé, c'est qu'en général, vous n'avez plus grand-chose comme soutien populaire, parce qu'on s'aperçoit que dans le monde, mine de rien quand même, y compris les États forts, ou même les dictatures, on va appeler ça comme ça, vu par l'Occident, quand il y a encore un soutien populaire d'une manière ou d'une autre, ça ne se renverse pas si facilement. Ça ne s'écroule pas aussi facilement que ça. C'est ça que je dis. Donc là, si ça s'écroulait aussi facilement, je pense qu'ils étaient soutenus depuis très longtemps par les Russes, et que les Russes étant occupés sur le front ukrainien, eh ben, il y a eu ça. Donc, première chose. Deuxième chose, pour autant, ça ne veut pas dire qu'on peut se réjouir sans aucune inquiétude du fait que les groupes qui viennent de l'emporter sont des groupes qui sont issus d'Al-Qaïda. C'est-à-dire des gens qui ont mené, alors là pour le coup, des vraies opérations terroristes sur le sol français, et qui ont une vision qui n'est pas la mienne, du califat, d'un charia. J'ai compris que peut-être qu'ils étaient modérés, mais au moins, déjà je pars du principe que, attention, et qu'il faut absolument que la communauté internationale exige des élections, exige une transition démocratique. Donc, vigilance. Bon. Ça, c'est la question syrienne en interne. Et puis, vigilance et soutien aux Kurdes, qui ont toujours été nos alliés dans la région, pour la proposition d'une espèce de confédération syrienne démocratique dans laquelle les entités pourraient avoir une certaine autonomie. Ça, c'est la vision par rapport à la Syrie. Après, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a aussi une vision géostratégique. Et qu'on voit bien que, pour le coup, pour Israël, il y a islamistes et islamistes, manifestement. Parce que le fait que les groupes liés, l'HTC l'emportent, théoriquement, si M. Netanyahou était en symbiose avec la façon dont il décrit le conflit avec la Palestine, c'est-à-dire comme un choc de civilisation, comme une guerre de religion, il devrait s'y opposer. Enfin, je ne sais pas. On ne le fait pas. Pourquoi? Parce que le conflit avec les Palestiniens, ce n'est pas une guerre de religion, c'est une guerre géostratégique. Et que dans ce cadre-là, affaiblir la Syrie, qui est sur l'axe Iran-Syrie, et puis de soutien au Hezbollah ou au Hamas,
ça arrange les Israéliens. Voilà. Et donc, il faut regarder aussi géostratégiquement ce qui s'est passé, c'est-à-dire la chute du régime Assad, et puis y compris le fait que manifestement, du côté des puissances occidentales n'ont pas vu d'un mauvais œil le fait de voir arriver des groupes, des groupes y compris menés par des gens qui combattaient il y a encore très peu de temps. Bon, ben voilà, géostratégiquement, c'est sûr que pour l'instant, ça fait les affaires d'Israël. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, il y a quand même un truc sidérant. C'est qu'on apprend qu'Israël a bombardé et a rayé 80% de l'armement syrien. Vous avez vu qu'il y a des gens qui protestent contre le fait qu'un État bombarde de manière préventive un État souverain. Enfin, c'est juste hallucinant. Bon. Donc, voilà, on ne peut pas mettre complètement en dehors ce qui s'est passé dans le conflit géostratégique qui se déroule. Sur les deux questions budgétaires, alors la première, c'est vite, c'est rapide. L'impôt universel type États-Unis, qui était une proposition de Jean-Luc en 2012, est absolument impossible en France. Voilà. C'est pour ça que nous, on n'en parle plus maintenant. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait une mission d'information là-dessus. Il y a que 2 pays dans le monde qui ont un impôt basé sur la nationalité, et non pas sur la résidence. Il y a les États-Unis et Érythrée. Érythrée, c'est facile à comprendre, c'est que ça permet d'aller récupérer de l'argent pour un pays très pauvre dans des concitoyens qui partent à l'étranger. Les États-Unis, c'est parce qu'ils ont la puissance américaine qui fait que vous pouvez aller traquer n'importe où dans le monde, n'importe quel citoyen, même n'ayant jamais vécu aux États-Unis, ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes, pour leur faire payer les impôts. Très franchement, la France ne peut pas faire ça. D'abord parce que si la France le faisait, il faudrait renégocier 147 accords bilatéraux. Il faut savoir que les accords bilatéraux, en termes d'impôts, on peut en passer 4 par an. Et encore, le rapport de force fait qu'on n'est pas sûr qu'on les renégocierait dans le bon sens. Donc, et puis en plus, ça nous ferait... Je ne suis pas certain que ça soit bien de passer sur... Je préfère un impôt qui passe sur le résident, qui fait payer un impôt à tous les gens qui résident et qui travaillent dans un pays, plutôt qu'un impôt basé sur la nationalité. Par contre, on a proposé, dans cette mission d'information, et ça a été des propositions qu'on a fait au budget, un impôt dit différencié, qui est beaucoup plus simple, puisque l'objectif était de faire payer les exilés fiscaux, qui consiste à dire toute personne qui part dans un pays à fiscalité privilégiée et qui part avec un seuil de revenus supérieur, par exemple, à 200 000 € par an, ces personnes-là, on les taxe pendant 10 ans de différentiel entre ce qu'ils payent dans ce pays-là et ce qu'ils paieraient en France. L'avantage de ça, c'est que vous avez à faire très peu d'accords bilatéraux, vous le faites uniquement avec les pays dits à fiscalité privilégiée. L'autre avantage, c'est qu'il y a des pays européens qui le font. L'Allemagne le fait, la finlande le fait, donc c'est pas complètement impossible. Et puis le troisième avantage, c'est qu'en fait, vous touchez concrètement les exilés fiscaux, c'est ça l'objectif, sans aller toucher au code de l'impôt. Voilà pour la réponse. Dernière question et je réponds. Le RN. Alors le RN, en fait, si vous voulez, c'est assez facile. On va dire que vis-à-vis de la question des dépenses, ils ont une politique très à droite. Il faut baisser les dépenses publiques, il faut supprimer des fonctionnaires, il faut baisser les moyens de l'État, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas grande différence, par exemple, avec les Républicains. Alors, pas sur toutes les dépenses, mais enfin, ils ont globalement une vision. Alors, par exemple, pour éviter évidemment la question qui vient tout de suite, où on leur dit, bah bon, vous êtes pour supprimer 4000 enseignants, vous êtes pour supprimer des policiers, enfin les policiers, pas le cas, on les supprime pas, mais vous êtes pour supprimer, je ne sais pas dans quel est, où c'est difficile quand vous êtes un mouvement dont une partie de l'assise est populaire, ils vont vous répondre, on est pour supprimer tous les opérateurs, par exemple. D'accord? En disant, bah, les opérateurs, c'est pas normal, ça devrait être l'État. Mais ils ne proposent pas d'embaucher dans l'État correspondant. Les opérateurs, par exemple, c'est des gens comme Météo France. Bon, donc, en fait, vous voulez, de manière hypocrite, ils résolvent le problème. Et puis surtout, ils vont chercher de l'argent où? Ils se font fort de chercher de l'argent sur les migrants, sur les étrangers. C'est-à-dire en baissant le nombre de migrants dans ce pays, en supprimant l'aide médicale d'État, etc. Toute chose complètement utopique, parce qu'on sait très bien, et là, toutes les études le montrent, qu'en réalité, le solde des migrants en France est positif par rapport à la richesse nationale. Il y a plus ça rapporte plus que ça coûte, pour aller vite. J'ai le droit de cette expression, mais c'est juste pour comprendre le cheminement économique, donc c'est débile. Mais eux, ils axent leur politique là-dessus. Donc c'est une politique qui non seulement est
et inique, raciste, injuste, mais en plus qui ne répond à rien économiquement, quoi. Voilà. Un peu la différence. Et puis, bon, je vous ai dit, tout à l'heure, j'ai dit la différence fiscale. Donc oui, je pense que tu as été largement exhaustif, du coup je vais plutôt laisser la parole à la salle. Rapidement, j'ai une seule question. Je fais partie des militants à gauche qui ont été scandalisés par la loi de programmation militaire qui a augmenté de façon considérable les dépenses militaires, notamment avec des dépenses sanctuaires comme le deuxième porte-avions qui est juste une affaire de prestige, mais pas seulement parce qu'il y a aussi la logique de guerre, plus on s'arme et plus les risques augmentent. Et je pense qu'à une époque où les finances de l'État et puis les services publics, comme l'a bien dit Arcilia tout à l'heure, sont en décrépitude. À l'hôpital, c'est grave, quoi. L'éducation, c'est important. Les 140% là, pour la loi de programmation militaire, ça passe pas du tout. Alors voilà, si vous pouvez avoir un éclairage là-dessus, et peut-être qu'il faudrait arriver à revenir sur cette loi qui est pluriannuelle. Bonjour, bonsoir. Pour ma part, j'avais une question vis-à-vis du positionnement de LFI ou du NFP vis-à-vis de la situation géopolitique à Taïwan, qui voit plusieurs impérialismes se confronter un peu dans un conflit proxy, même si pour l'instant c'est surtout du projectionnement, j'ai l'impression, et aussi la question de souveraineté populaire et la démocratie taïwanaise, voilà. Et vis-à-vis également, ça m'a fait penser à ça parce que vous avez évoqué l'Ukraine où il y a effectivement un conflit, car la Chine expose un peu un impérialisme sur Taïwan si on prend que vis-à-vis du droit international, elle n'a pas d'existence, mais qu'il y aurait une démocratie de fait par le fait, entre guillemets, ou une conscience d'appartenir à un même groupe de population. Voilà, ça m'a question. Ma question, elle portera sur le budget, puisque vous l'avez dit que l'avenir en commun prévoyait autant de nouvelles dépenses que de nouvelles recettes. Entre-temps, il y a eu un déficit qui s'est posé. Et est-ce que la position de la France Insoumise, elle prévoit de combler ce déficit et donc d'avoir une balance qui est plus à l'équilibre sur nouvelles dépenses et nouvelles recettes? Et si oui, est-ce qu'il y a des objectifs chiffrés? Bonsoir, ma question porte sur la Constitution. On voit bien que M. Macron s'accroche à elle, il dégrade tous les articles de façon à ne pas lâcher le pouvoir. Alors ma question, c'est l'article qui me fait le plus peur, c'est l'article 16. On est à quoi de son utilisation? Est-ce qu'il y a beaucoup de conditions qui sont requises pour qu'il soit utilisé? Est-ce qu'il y a des garde-fous? Alors, donc je pense à répondre et puis je laisserai Émilie compléter. Pour la question de la loi militaire, alors faut quand même. Alors, je pense qu'il faut peut-être il aurait fallu peut-être un juste milieu. C'est-à-dire qu'en fait, faut quand même prendre conscience que pendant longtemps la défense a quand même été largement délaissée. Donc du coup, on a quand même c'était quand même, à mon avis, des raisons d'investir de l'argent pour permettre à minima quand même que les militaires travaillent dans de bonnes conditions. Après, de là à arriver à une logique de guerre, évidemment, il y a tout un fossé. Cela dit, je pense qu'effectivement, on n'a pas forcément besoin d'en mettre autant. Cela dit, je pense que la nation doit être prise dans un ensemble plus global et qu'en fait, pour ça, comment dire, ça ne sert pas à justifier uniquement le fait que nos services publics soient en décrépitude. Je pense que nos services publics sont en décrépitude du fait de choix austéritaires beaucoup plus globaux, sur le fait de refuser certaines recettes en évitant de taxer les plus riches, etc. Le fait
d'aider les grandes entreprises qui n'en ont pas forcément besoin. Enfin, ce genre de choses peut-être aussi, à mon avis, explique davantage le fait que nos services publics soient en décrépitude. Après, concernant l'article 16, alors je ne suis pas une constitutionnaliste, donc j'aurais du mal à répondre. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a vu ce qui s'est passé récemment en Corée du Sud, qui peut effectivement nous inquiéter, puisqu'on a vu ce qu'a fait le président. C'est aussi ça effectivement qui peut nous inquiéter, nous, sur le fait que, d'ailleurs, c'est Jean-Luc qui l'a dit que effectivement, ça pourrait malheureusement inspirer notre cher président Macron. Bon, cela dit, ça n'a pas trop réussi au président de Corée du Sud, donc j'ai envie de dire que si Macron a envie de connaître un destin similaire, voilà. Mais effectivement, le problème de la Ve République, c'est qu'elle donne quand même beaucoup de pouvoir au président et que évidemment, c'est en bonne partie pour ça qu'on veut changer les deux républiques et passer à la 6e République, en fait, pour éviter d'avoir un monarque tout puissant qui, lorsqu'il est en plus effectivement comme Macron, se sent absolument autorisé à faire tout ce qu'il veut, quoi. Moi, je vais laisser répondre sur. Alors, je vais prendre du plus facile au moins facile. Je vais commencer sur le déficit et notre politique par rapport au déficit. Déjà, un premier constat. Toute la politique économique de Macron, depuis 7 ans, a un objectif: baisser les déficits. Donc, ils se sont plantés. Voilà, commençons là-dessus, parce que si on n'est pas en train de discuter vis-à-vis d'un gouvernement qui aurait réussi sur la question des déficits. On est en train de parler d'un gouvernement qui a non seulement échoué, et à tel point que sur l'année 2023-2024, il s'est trompé en termes d'estimation de 1,7 fois dans le PIB, c'est historique, raison pour laquelle j'ai transformé ma commission des finances en commission d'enquête pour comprendre comment on était arrivé là. Bien. Donc, ils ont échoué. Bon, premier constat. Alors, pourquoi ils ont échoué ? Ils ont échoué parce que ils n'arrêtent pas de dire qu'il faut baisser les dépenses publiques pour équilibrer les budgets. Manque de chance. Depuis 2017, si je mets de côté les dépenses Covid, qui sont exceptionnelles, depuis 2017, les dépenses publiques ont baissé par rapport au PIB. Il y a une baisse des dépenses publiques par rapport au PIB. Et par contre, le problème, c'est qu'il y a une baisse des recettes par rapport au PIB. Et que, globalement, le déficit, et notamment le déficit, alors là, même eux sont obligés de le dire. Ils ont dit, on n'a pas la TVA qu'on attendait, on n'a pas l'impôt sur le revenu qu'on attendait, on n'a pas l'impôt sur la société. Le déficit, le manque de recettes explique les déficits. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. 60 milliards de recettes en moins en 2023, faites l'égalité, c'est à peu près le coût de la charge de la dette. Voilà. Ils ont organisé l'appauvrissement de l'État à hauteur de 60 milliards, et donc ils ont accru. Non seulement, du coup, ils ont été incapables de mettre l'argent pour investir sur la question écologique, je vais y revenir, c'est mon dada, je vais y revenir, et en plus de ça, ils ont créé du déficit. Donc ils ont échoué. Alors, nous, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on dit ? On dit deux choses. La question du déficit doit pas être l'alpha oméga de notre politique. C'est pas ça qui donne trop. Le fait de revenir à 3% de PIB, très franchement, il y a de la bonne et de la mauvaise dette. Alors c'est clair qu'une dette qui sert à faire des cadeaux fiscaux plus riches, ça c'est une très mauvaise dette. C'est celle qu'ils ont fait. Une dette qui sert à construire nos écoles, nos hôpitaux, à faire la différenciation du budget, c'est une bonne dette. Et dans ces cas-là, bon, se fixer forcément 3% parce que le veut Bruxelles, au service d'une politique monétaire, etc., moi je ne suis pas pour. Alors déjà, c'est une première réponse, ce n'est pas l'alpha oméga. Je ne dis pas qu'il faut créer de la dette pour de la dette, hein, il y a quand même. Et que ça soit 3% ou 3,2 ou autre, je ne suis pas pour, à partir du moment où c'est une dette qui rapporte, et je vais y revenir. Donc ça, c'est le point étape. Et deuxièmement, dans notre budget tel qu'on l'a construit, de toute façon, si on regarde, là pour le coup, la concurrence avec eux, on serait meilleur qu'eux. On serait meilleur qu'eux. Voilà. Bon. Il faut comprendre une chose. Par exemple, la baisse des dépenses publiques qu'ils ont prévues à hauteur de 40 milliards pour l'an prochain, c'est, d'après l'OFCE, 0,8 points de recettes de croissance en moins. Parce qu'il y a un aspect récessif, parce qu'il faut que tout le monde comprenne que une dépense publique, c'est pas seulement une dépense, c'est une recette. Vous allez comprendre très vite. Vous décidez de construire des écoles, vous faites travailler le bâtiment. D'accord ? Vous décidez de faire de la rénovation thermique, vous faites travailler les boîtes. Voilà. Donc, la
la dépense publique, c'est aussi une manière dont on retient l'économie. C'est tellement vrai, ce que je vous dis, que après la crise des subprimes en 2009-2010, la France n'est pas rentrée en récession. Récession, vous avez pour être en récession, il faut 2 trimestres économiques consécutifs en dessous de zéro. Et pourquoi elle n'est pas rentrée? Le marché privé était complètement dépressif. C'est la dépense publique qui a soutenu les financements. Donc, nous, leur politique à eux, l'année prochaine, c'est 0,8 points de croissance en moins. 0,8 points de croissance en moins, c'est 30 milliards de cotisations et d'impôts qui rentrent en moins. C'est-à-dire qu'ils mènent une politique qui dit on va mettre 40 milliards de moins dans la dépense publique et elle va entraîner 30 milliards de moins de recettes fiscales et cotisations. Vous me suivez? D'accord? Donc non seulement c'est moins de dépenses publiques au service de tout le monde, moins d'enseignants, tout ça, mais en plus économiquement, c'est moins de rentrée fiscale. C'est stupide, c'est ce qu'ils font depuis des années. Bon, c'est pour ça qu'au niveau des déficits, nous on dit, et d'ailleurs on en a fait la preuve avec notre budget, on a mis en dessous de 3%. Alors on ne resterait pas là, nous on mettrait de l'argent pour investir en matière écologique et autres, mais on ne monterait pas autant qu'eux. Et on pense qu'à terme, par exemple, on pourrait facilement arriver à 3% de déficit vers 2030, mais par contre avec une politique diamétralement opposée. Voilà. Donc ça c'est sur le déficit. Vous me direz si vous voulez que j'avais répondu. Alors sur la loi de programmation, il y a une réponse. Bon, il faut être clair. Du côté LFI, on est pour une indépendance. On est pour une politique indépendantiste. Donc qui dit politique indépendantiste dit les moyens de se défendre. Voilà. Ça, et on l'assume. Ça peut être une discussion, hein, je veux dire, moi j'ai 40 ans, j'ai 50 ans d'engagement à gauche. Mais je veux dire, j'ai été dans différents courants politiques. À certains moments, je pensais que franchement, il ne fallait pas d'armée et voilà. Donc je conçois que le débat peut être posé, hein, pas plus. Et nous, notre position, c'est qu'on doit avoir une politique indépendantiste, sinon on doit avoir les moyens de se défendre. Donc la loi de programmation militaire, elle doit être jugée à l'aune de ça, et c'est pour ça qu'on n'a pas voté pour. C'est à quoi elle sert. Voilà. Si c'est pour faire en sorte que la France défende ses intérêts, se défende, oui. Si c'est pour faire en sorte que la France fasse des opérations extérieures dans n'importe quel endroit du monde, au nom d'intérêts impérialistes ou autres, non. Ça, c'est déjà une première chose qui se fixe. Et la deuxième chose, à partir de là, si c'est pour se défendre, force est de constater, par exemple, qu'on s'est débrouillé pour avoir de moins en moins de souveraineté en termes d'armement. C'est un problème. On prend nos cartouches, je ne sais pas où. Enfin, donc, il fallait quand même qu'à un moment donné, il y ait un peu plus d'argent qui soit mis. Donc, j'allais dire que moi, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait une loi de programmation qui permette un peu de budget en plus. Mais par contre, ça ne peut pas être fait comme c'est actuellement. On ne sait pas quels sont les objectifs. Je ne sais pas si la réponse est satisfaite, mais en tout cas, c'est votre réponse. Sur l'article 7, dans Taïwan, je vais parler de Taïwan. Écoutez, Taïwan, c'est un peu comme la Syrie tout à l'heure, c'est-à-dire que la réponse n'est pas simple. Taïwan, c'est une création très claire de la colonisation vis-à-vis de la Chine. Voilà. Il faut être objectif. Taïwan était chinois, et Taïwan, tout d'un coup, est passé parce que ça a été l'abri des nationalistes de Chiang Kai-shek qui sont arrivés là, et que ça a été, pour les Occidentaux, le fait d'avoir un espèce de porte-avions pas loin de la Chine, avec des intérêts. Donc ça, c'est un problème. C'est pour ça que De Gaulle n'avait jamais reconnu Taïwan, quoi. Y compris de manière forte. Alors, il y a ça d'un côté. Bon, de l'autre côté, on pense aussi qu'on pense au droit à l'autodétermination des peuples. Et que donc ça doit être en dernier ressort ce qui, à mon avis, doit se définir pour Taïwan. Parce que même si l'origine est celle-ci, n'empêche, au bout d'un moment, moi j'ai déjà été à Taïwan, hein, c'est une île de 50 millions d'habitants, qui a un fonctionnement démocratique, qui a des entités, donc c'est à la population de choisir, je pense. Voilà un peu comment... je ne sais pas si c'est la réponse de défi, d'ailleurs, en tout cas c'est ma réponse. Bon, si c'est la tienne aussi, ça va. Enfin, voilà, je pense que là-dessus, voilà un peu le double problématique. Et je termine sur la Constitution. Ça me permet de parler de Macron. Et le problème de Macron, en ce moment. La raison pour laquelle on demande sa destitution, et sinon pour lesquelles on veut créer les conditions de sa démission, c'est que c'est le point de blocage. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que Macron, aujourd'hui, est en train de totalement bloquer la situation politique de ce pays par des choix qui exacerbent les problèmes de la Ve République. Alors, il ne les crée pas, parce que la Ve République, c'est pour ça qu'on est pour une 6e République
qui se débarrasse du monarque républicain, mais il les exacerbe parce qu'il a une vision, alors là, pour le coup, on a rarement vu ça, on n'a jamais vu un président de la République réunir tous les partis et estimer que, alors qu'il est minoritaire, qu'il a été battu aux européennes, législatives, et que l'ascension le concerne un peu quand même, se permet de réunir tous les partis en leur disant on va créer une coalition. Enfin, je veux dire, on est complètement dans autre chose, quoi. Donc c'est le blocage. Et à partir de là, nous, notre fort intérieur, c'est qu'il faut qu'on l'amène à partir. Voilà. On n'arrivera pas à débloquer la situation sinon. Bon, c'est la raison pour laquelle on a censuré Barnier, on va censurer Bayrou, parce qu'on pense que si Bayrou est censuré, c'est son dernier fusible, on ne voit pas très bien d'autre, et que ça peut l'amener à démissionner. Alors, est-ce que pour réagir, il est capable d'aller jusqu'à l'article 16 de la Constitution? J'en entends parler. Ça ne serait pas Macron, je l'exclurais. Pourquoi? Parce que manier l'article 16 de la Constitution quand vous êtes aussi faible dans un pays, c'est quand même compliqué. Hein, quand même compliqué. On a beau dire, mais bon, je veux dire, il y a un moment donné où il y a une disproportion entre votre poids politique dans un pays et puis l'article 16 qui, à un moment, il faut des conditions exceptionnelles. C'est pas De Gaulle, Macron. Quoi. Et De Gaulle l'a jamais utilisé, quoi, pour aller vite dans les comparaisons. Bon, donc, mais le type est fou, quoi. Enfin, il n'est pas que fou. Hein. Non, je vais revenir sur la dire. Le type, d'abord, défend les intérêts de sa classe. Ça, c'est la raison pour laquelle il n'appelle pas le gouvernement NFP, c'est qu'il veut à tout prix préserver sa politique économique en faveur des plus riches et du capital. Je le schématise comme ça, mais c'est ça le fond. Bon. Et en plus, je pense que psychologiquement, il en ajoute. Voilà, je crois. Donc oui, je ne peux pas vous dire qu'il ne le fera jamais. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on va créer les conditions pour qu'il n'ait pas à le faire et qu'il parte. En fait, je suis là pour ça. Oui, en fait, vous, dans votre réponse, vous parlez de Macron comme si, s'il était président, comme s'il avait lui en tant que personne, est président. Mais c'est pas lui le président. En fait, c'est un mec qui a été élu par le biais du grand capital. Voilà. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que quand vous, tout ce que vous expliquez, enfin, je suis totalement d'accord. Ils se trompent, ils ont fait une erreur. Enfin, ils font que des erreurs au niveau du budget. Mais c'est pas des erreurs. Il sert l'intérêt de sa classe. Voilà. Il a été élu, il a été choisi. En fait, il est le représentant de la haute finance, tout simplement. Voilà. Et à partir du moment où il est le représentant de la haute finance, qui détient les médias, etc. Enfin, faut voir, par exemple, aux dernières présidentielles, le mec, il n'a pas parlé quasiment, quoi. Il n'a rien dit. Et 15 jours avant, il a débarqué, tous les médias, etc. Il n'y avait rien, c'était vide de sens, quoi, ce qu'il racontait. Et pourtant, il a été élu. Donc pourquoi je ne suis pas complotiste, mais je veux dire, on peut se poser des questions à la fin, quoi. Est-ce qu'on est réellement... Enfin, moi, j'ai la réponse pour moi. Je pense qu'on n'est plus dans un pays où les élections décident de qui gouverne, quoi. Voilà. Et c'est là le problème. Et si je vais plus loin, comment les filles se positionnent là-dessus, quoi. J'ai fait une question à Bonsoir, Stéphanie, élue sur la commune de Paris, élue sur l'Union des gauches. Donc on ne peut que saluer le nouveau Front Populaire parce qu'il n'y a que l'Union des gauches aujourd'hui qui pourra faire tomber la droite. Maintenant, ma question c'est est-ce que je me fais avoir par les médias? Parce que je sens ce nouveau front fébrile. Qu'est-ce qui pourrait faire que la LFI craque et s'en aille? Qu'est-ce qui pourrait faire que ça tienne? Et quels seraient les compromis, c'est-à-dire les compromissions que vous seriez prêts à faire pour faire tenir cette gauche? Parce qu'il nous la faut. Si ce nouveau Front Populaire éclate, moi, j'y croirais plus, franchement. Bonsoir. Maintenant que le terme
de Macron défend ses intérêts a été posée. Moi je reviens, j'ai une question, enfin je trouve quand même qu'il est un petit peu fou. Je vois pas ce qui l'empêche de nommer un gouvernement NFP, sachant que par le Sénat et par les différentes régions qui sont présidées par des forces opposées aux nôtres, de toute façon, je pense que beaucoup de mesures seraient très difficiles à mettre en œuvre. Par exemple, on parle des hôpitaux, il me semble que c'est la région qui va gérer ce genre de choses, les pistes cyclables, les routes, c'est pareil, ça va être la région. Donc comment on passe déjà d'un vote gagné à l'Assemblée à une proposition adoptée également par le Sénat, et aussi à toucher localement, par cette proposition, réussir à avoir un bienfait local, là où ce sont des forces d'opposition qui sont en place. Et du coup, je comprends pas du coup, est-ce que c'est dangereux pour Macron, si ce n'est pour une guerre des idées, de vraiment mettre en place un gouvernement NFP pour pouvoir derrière dire, vous voyez, de toute façon, ils peuvent rien faire, quoi. Ça serait peut-être plus simple pour lui aussi au bout d'un moment, donc c'est vrai que je comprends pas trop cette logique-là, et voir du coup quelle piste LFI aurait pour pallier les problèmes que je viens d'énoncer. Bonsoir. Tout à l'heure, à propos de la légitimité ou non de Macron, je constate que les comptes de campagne sont validés alors que l'élection est finie. Je prends pour exemple Chirac, d'après ce que disait un ancien ministre, a eu les comptes validés alors qu'en fait il y avait de la triche. Et Macron, c'est un peu la même chose. Je crois savoir qu'on ne connaît pas l'origine des fonds qui ont permis son élection. Et je pense qu'on devrait quand même contrôler avant que l'élection soit validée. Merci. Alors on va répondre et puis après on fera un petit verre de l'amitié. On continue les échanges. Rapidement, donc je souscris complètement au fait que, évidemment, Macron, c'est élu pour représenter la haute finance, etc. Et le fait que finalement, il ne s'agit pas juste d'affronter entre guillemets Macron, mais effectivement, il s'agit d'affronter tout un système. Donc, se débarrasser de Macron, évidemment, ça ne résoudra pas tout. Il faut s'attaquer au système en lui-même. C'est pour ça qu'on défend l'anticapitalisme par ailleurs. Pour répondre à la question du nouveau front fébrile, alors effectivement, c'est toujours un peu compliqué parce que il faut avoir quand même à l'esprit de toute façon effectivement qu'on est quand même plusieurs partis avec chacun évidemment ses sensibilités, etc. Que même si on a des choses qui nous unissent, évidemment on a aussi des divergences et c'est normal, sinon on ne ferait qu'un seul parti. Après, comment faire pour que ça tienne, j'ai envie de dire que, à mon sens, il faut rester déjà sur des fondamentaux. Ça veut dire qu'on a été élu quand même sur un programme. On l'a quand même mis, on a notamment listé quand même quelques points où vraiment ça me semble, auquel il me semble vital de se tenir, notamment la question de l'abrogation de la réforme d'après. Pour moi, c'est impossible d'y renoncer. C'est vraiment un des points sur lesquels on a été tous élus. Donc déjà, à mon sens, il est important que tout le monde s'en tienne à ces principes-là, en fait, pour que ça puisse tenir. Après, concernant alors sur le fait comment toucher localement, sachant qu'il y a pas mal de choses qui dépendent d'autres instances comme la région, etc. Après, il faut savoir et comment faire en sorte, qu'un potentiel gouvernement NFP puisse agir et ne pas se décrédibiliser. Je pense qu'on l'avait déjà un peu répondu, cela dit, à la question quand on avait énoncé les premiers points qu'on ferait dès notre entrée, dès la nomination d'un gouvernement NFP. Et donc il y a des choses qu'on peut faire assez rapidement, notamment par décret. Notamment la question pour la haute du SMIC, par exemple. Après, pour spécifiquement la question de l'hôpital, les transports, etc., il faut savoir que la région, elle va quand même subventionnée par l'État. Donc après, l'État peut quand même aussi réfléchir à une façon de faire en sorte que les subventions qu'il donne soient fléchées vers certains pôles plutôt que d'autres. Déjà, je pense. Ça paye presque.
Alors après, oui, mais je pense qu'il faut effectivement faire attention aux garde-fous. Et après, ça implique effectivement quand même de réfléchir au fait qu'il faut que les citoyens prennent aussi conscience que les élections effectivement régionales, départementales, etc. sont aussi importantes. Et effectivement, souvent, c'est les élections les plus boudées. Donc, je pense effectivement, voilà, on y pense encore, mais il faut y réfléchir pour l'avenir. Voilà. Après, pour la question de la triche, je ne sais pas. Pour la question de quoi? De la triche, les fonds pour l'élection de Macron. Bon, alors, les fonds, l'élection de Macron, j'ai pas de réponse précise. Il y avait toute l'histoire liée autour de McKinsey, etc., qui montrait qu'il y avait pour le moins des incertitudes, mais j'ai pas d'informations précises. Non, je vais revenir sur les deux questions qui sont liées, quoi. C'est-à-dire, en gros, Macron, qu'est-ce qu'il est, et est-ce qu'on peut y arriver par les élections? C'est un peu ça ce que je dis. Alors, moi je suis entièrement d'accord, je crois essayer de l'avoir dit tout à l'heure, je pense que Macron, c'est le représentant organique de la finance. Quand je dis ça, c'est très clair, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement celui qui préside et qui est en accord avec une politique économique qui en réalité avantagerait la finance, je pense qu'il est dans les mains de la finance. Voilà, c'est pas mieux dire. Et d'ailleurs, il suffit de voir les pieds et les mains. Il y a eu un épisode là, de Arnaud, président de LVMH, qui apparemment a appris, parce qu'on peut supposer que même si vous êtes dans les mains de la finance, nécessairement, vous pouvez avoir des foucades autonomes, etc. Mais enfin, sur le long terme, quand il a appris la dissolution qu'a fait le pied gru de Macron pour imposer qu'il n'y ait surtout pas de gouvernement NFP. Il y est arrivé. Donc, moi, j'en suis absolument persuadé. Je n'ai pas de doute là-dessus. Je pense que Macron, si on se rappelle bien comment il a été promu dans sa campagne, il a été promu dans le système comme d'autres candidats champignons avant lui, etc. Donc, puis pour ça, il faut de l'argent. Et comme en plus de ça, on est dans un moment de l'histoire où jamais il y a eu telle concentration des médias aux mains de quelques milliardaires, ne nous l'aurons pas, vous faites l'opinion publique. Voilà. En tout cas, vous pouvez espérer faire l'opinion publique. Donc pour moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Alors, une fois dit ça, est-ce que pour autant, une fois qu'on a pensé ça, effectivement, on considère que c'est son déterminant absolu? C'est ça qui le détermine. Est-ce que pour autant, ça veut dire que est-ce que les élections peuvent encore faire quelque chose, que ça sert à quelque chose de voter? Force est de constater qu'ils ont très envie de montrer que ça ne sert à rien de voter. Ça, c'est clair. Le message qu'ils sont en train d'envoyer, notamment à tous ceux qui se sont mobilisés aux législatives et qui étaient abstentionnistes, qui sont revenus voter alors qu'il y a longtemps qu'ils n'avaient plus voté, c'est n'allez plus voter, ça ne sert à rien. Et je veux dire, ne croyons pas que ce message n'est pas volontaire. C'est un message volontaire qu'envoie Macron. Vous voyez bien, rien ne change, exactement comme le traité Conseil européen. Vous votez à 70% contre, et ben, il y a le traité de Lisbonne qui rentre par la fenêtre par l'Assemblée nationale. Et là, ils veulent dire la même chose. Donc, moi, évidemment, je ne vais pas aller dans ce sens-là. Je considère quand même qu'en dernière instance, je ne connais pas d'autres moyens. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en même temps des mobilisations sociales, qu'on soit clair. Je ne crois pas à la victoire électorale à froid sans mobilisation sociale, sans soutien. Mais il n'empêche, en dernière instance, dans un pays comme le nôtre, je pense qu'il faut être majoritaire aux élections. Voilà. Peut-être la réponse ne se fait pas, mais moi je le crois. Voilà. Et je crois que c'est encore possible. La preuve, c'est que il faut faire gaffe à la triche, tout ça. Enfin, il y a quand même des moyens. Mais Jean-Luc, ça n'a pas raté à grand-chose. Alors, on peut avoir une vision après de se dire que ça a triché. Et c'est vrai que par exemple, dans des quartiers, moi, dans ma circonscription, les gens avaient voté à 60% pour Jean-Luc, 70, 80 même. Les gens se demandaient, vu ce qu'ils avaient voté eux, comment ça se fait que Jean-Luc n'était pas élu. D'accord. Mais bon, le vote, malheureusement, de l'Hexagone n'est pas l'image du vote, par exemple, dans les villes populaires. Mais n'empêche, je crois quand même que c'est par les urnes qu'on passe. Et je pense qu'on peut y passer. Je pense. Et la preuve, d'ailleurs, de ce que je dis, c'est que, moi, je vais vous dire ce que je pense que voulait Macron dans sa dissolution. Parce que le corollaire, à un moment donné, de tenir coûte que coûte sur son programme économique, coûte que coûte, c'est Hitler plutôt que le Front populaire. Et je suis persuadé que Macron, quand il a dissous, il n'a pas dissous sur une foucade, il a dissous parce qu'il pensait que le RN allait être majoritaire. Moi, j'en suis sûr. Je suis sûr, absolument. Et je pense que si le RN avait été majoritaire, Macron n'aurait pas été là le soir où
où il a dit Lucie Castet qui sait, il n'aurait pas dit ça. Il aurait dit Bardella, il peut être Premier ministre. Voilà, j'en suis certain. Et je vais vous dire, il y a un autre élément là qui vient de se passer qui me le prouve. C'est que si c'est pas de la théâtralisation, c'est peut-être de la théâtralisation pour nous persuader que Bayrou est un candidat un peu autonome. Mais si c'est pas le cas, dans ce qu'on raconte, qu'on dit qu'il avait choisi le Cornu plutôt que Bayrou, et que finalement il y a une pression de Bayrou en disant moi sinon je retire mon groupe du Modem, s'il avait choisi le Cornu, c'était une alliance avec l'extrême droite. C'est clair, c'est ça le truc. Donc moi je pense que non seulement c'est l'homme du capital, mais c'est l'homme d'un capital qui, j'allais dire à l'échelle internationale, s'extrême droitise pour à un moment donné garder le pouvoir et garder une société absolument insupportable. Un Bolsonaro, Trump, Orban, c'est pas des gens de l'extrême droite, hein. C'est des gens des néolibéralistes qui chevauchent les idéaux d'extrême droite. Et Macron, on parlait de l'article 16 tout à l'heure, il y a un autre scénario, hein, c'est que Macron finalement endosse complètement et assume une alliance avec l'extrême droite. Ça, je ne la crois pas complètement impossible. Donc, pour vous répondre, voilà les obstacles. N'empêche, on a quand même gagné les législatives. Personne n'attendait. Donc ça, c'est quand même l'argument qui me fait penser qu'à un moment donné, c'est quand même possible d'y arriver, encore. Très franchement, on est dans une situation absolument pessimiste. Hein. Je veux dire, si je regarde un peu, et notamment la chose dont on ne parle pas assez, qui est le poids des médias. Moi, j'ai jamais vu ça. Il y a quelques-uns ici qui ont des cheveux blancs comme moi. Les idées diffusées aujourd'hui sur des télés à centaines de milliers, voire millions de personnes, c'était des idées qui étaient dans des arrière-salles clandestines de café il y a 30 ans. On n'aurait jamais imaginé que ce soit les idées exposées dans des débats à la télé. Racistes, enfin, je veux dire, c'est absolument incroyable ce qui se passe. Donc, et ça croyez-moi que dans les zones rurales où les gens sont isolés, sans liens sociaux, ils reçoivent ça en permanence tous les jours. Hein. Voilà. Si on veut connaître pourquoi il y a une différence entre le vote des quartiers populaires dans les zones urbaines et le vote des zones populaires dans les zones rurales, elle est là. Hein. C'est que dans les quartiers populaires, on a encore des liens sociaux, on a encore des contacts, on a encore des discussions qui sont à contrepoison. Moi, je vois mon père, il habite dans l'Indre, et ben, les gens, ils sont seuls, isolés, d'accord, et ils reçoivent en permanence CNews, BFM, les grandes gueules, etc., à longueur de jour. Bon, bref, je mets ça de côté, mais c'est pour vous dire que... Mais n'empêche, je pense quand même qu'on peut gagner. Alors pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire, la question? Ça renvoie à pourquoi Macron n'a absolument pas voulu donner le gouvernement au NFP. Parce que je pense qu'il comprend que la politique est une dynamique. Donc maintenant, je vous donne le scénario si il avait donné le gouvernement à NFP. On passait par décret le SMIC immédiatement à 1 600 € net. On passait l'indice des fonctionnaires qu'on augmentait tout de suite de 10%, décret aussi, etc. Il y a un certain nombre de mesures qui se prennent par décret. On a abrogé la réforme des retraites immédiatement, on avait la majorité à l'Assemblée. Il n'y a même pas de doute, puisque oui, il a fallu qu'il fasse de l'obstruction. Autrement dit, on prenait des mesures qui étaient des mesures de rupture dès le départ, et qu'on allait passer quoi qu'il veuille. Il n'aurait pas eu le temps de dire ouf. Et je pense que dans la tête de Macron, il ne supporte pas la moindre remise en question de sa politique. La moindre remise en question, parce qu'il craint que derrière ça, il regarde les sondages comme tout le monde, il voit bien que les sondages d'opinion donnent à peu près une majorité à nos idées, en réalité, hein, quand vous regardez les trucs réels qui sortent. Hein. Et donc je pense que c'est ça qui explique pourquoi il n'a pas voulu donner. C'est pas qu'on aurait été incapable de changer les choses, c'est qu'au contraire, il a craint qu'en 2-3 semaines, on soit capable d'amorcer quelque chose, et que si, par exemple, il avait décidé de nous censurer, ben, les gens auraient retenu qu'il nous avait censuré alors qu'on avait été capable de prendre des mesures intéressantes pour l'avenir. Voilà ce que je crois dans les propositions qui ont été faites. Y compris, il y a quand même des choses encore qui peuvent se décider à l'État. Les hôpitaux, c'est pas les régions. Hein. Les hôpitaux, c'est l'État. Donc il y a quand même plein de mesures qu'on peut impulser et qui peuvent changer les choses. Voilà, le NFP fébrile, je vais terminer là-dessus. J'ai cru comprendre les dernières questions. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et j'ai entendu ce que vous avez dit. Hein. On ne les reprendra pas. Donc on en a conscience. Bon. Donc nous, on va essayer de garder le NFP à tout prix. La force est de constater qu'on a un peu un souci quand même. C'est que les idées d'aller discuter avec les autres partis d'une coalition Emmanuel Macron, c'était quand même le remettre au centre du jeu, et c'était quand même lui permettre d'essayer de gagner du temps, parce que je pense que depuis longtemps, il savait que ça ne serait pas un Premier ministre de gauche. Donc c'est pas terrible. Le fait de dire qu'on est prêt à un impact avec pas de motion de censure, ben pourquoi pas aussi pu s'opposer, quoi. C'est ce qui est dit par les socialistes.
Donc ça, c'est pas possible. Malgré tout, nous, on est quand même très, très modéré. Pourquoi? Parce que l'objectif de l'objectif, c'est qu'on arrive à censurer Bayrou. Pour censurer Bayrou, si on n'arrive pas avec le 49.2, c'est-à-dire une motion de censure sans non adossée à un texte, si on le censure au budget, il faut une majorité. Pour une majorité, il faut que tout le NFP vote. Donc si on commence, nous, pour l'instant, à pointer du doigt les socialistes en disant ce que vous faites, on le fait, on critique, hein, mais si on va plus loin, si on dit à cause de ça, il n'y a plus de NFP, autant dire qu'on laisse dériver les choses et qu'on abandonne l'idée que Bayrou soit minoritaire. Parce que c'est la condition pour qu'on espère la démission de Macron. Alors, et je termine là-dessus pour être clair dans le débat qu'on a avec les socialistes, pourquoi aujourd'hui ça choque. Je dis avec les socialistes parce que les communistes viennent prendre la décision, le groupe communiste, qui n'a pas suivi Fabien Roussel, a pris la décision de prendre la même ligne que nous, c'est-à-dire soit vote de confiance, soit censure. Donc il y aura censure. Les écologistes sont plutôt sur a priori censure, on se rapproche. Pour l'instant, il n'y a que les socialistes qui sont un peu sur une position, et encore j'ai entendu que ça évolue un peu. Bon. Pourquoi on se différencie? Alors, il y a une question de congrès interne du Parti socialiste, où manifestement, en fonction du centre de gravité, Olivier Faure prend certaines décisions. Je pense qu'il prend une partie de ce que dit la droite du Parti socialiste pour essayer de garder le pouvoir. Enfin, mais principalement, c'est qu'ils ne veulent pas la démission de Macron. Voilà. Ils le disent, ils n'en veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'on rentre dans une période d'incertitude et surtout que Marine Le Pen passe. Puis en plus, ils ont peur de ne pas être prêts, alors que nous, ils pensent qu'on va être prêts avec Jean-Luc Mélenchon. Je vous dis ça parce que c'est ce qu'ils disent. D'accord? Bon, il faut qu'on arrive à les convaincre que ce n'est pas le cas. Voilà. Et que ça vaut le coup d'aller voter la motion de censure. Donc c'est le travail qu'on va faire. Et si on y arrive, il faut espérer qu'on continue à rester unis par la suite. Mais je pense que déjà, il faut qu'on y arrive. Je pense qu'il faut qu'on les convainque que la question, elle n'est pas... La question qui est posée, c'est pas de dire qu'il faut les présidentielles anticipées pour permettre à Jean-Luc Mélenchon d'être candidat à tout prix. C'est qu'il faut les présidentielles anticipées parce que c'est le seul moyen de débloquer la situation et de renverser le macronisme. Et nous, on n'a pas été élus pour permettre au macronisme de tenir 30 mois. Ça, c'est sûr. Donc voilà, c'est ça qui nous mène à ça. Si Macron décidait de donner un gouvernement NFP, c'est ça qui deviendrait la priorité, mais il ne va pas le faire. Donc à partir de là, c'est lui qui doit sauter parce que les gens ne peuvent plus bâtir la situation actuelle, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à convaincre. Bon, j'espère qu'on va y arriver. Donc voilà, vous avez compris qu'on va continuer à faire sur le travail pédagogique, même si parfois c'est pas toujours facile, on va continuer au moins jusqu'à la motion de censure du budget. Une information à vérifier, la dette de Pau a doublé depuis l'élection de Bayrou à l'Amérique. Autre chose d'ailleurs, juste une anecdote comme assez rigolote. On a eu un débat aujourd'hui, on a fait une loi spéciale, la lumière s'éteigne pas, puis contrairement à ce qu'ils disent, le fait qu'il y a eu la censure n'a pas tout écroulé, alors ils dramatisent. Et notamment, ils sont assez rigolos parce qu'ils nous disent, vous voyez, Moody's a dégradé le pays. Depuis qu'il y a la censure. Manque de peau, Moody's, il a dégradé la note, pas grand-chose. Ça reste 3, franchement, vous passez de 18 à 17,5 sur 20. Bon. Mais il l'a dégradé, j'observe qu'il l'a dégradé après que Bayrou était nommé. Voilà, pas après la motion de censure. Donc je vais peut-être considérer que c'est aussi la période d'instabilité qui continue, qui inquiète les marchés. Voilà ce que je voulais vous dire. Au verre de l'amitié, et si vous voulez continuer un peu de façon informelle les échanges, il n'y a pas de souci.